Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur France 24. Focus ce soir sur un territoire malmené par près de 20 années de conflits ininterrompus, le Nord Kivu. Cette province de la République démocratique du Congo a ballotté au gré des mouvements de troupes et de populations issus de l'effondrement de l'ex-Zaïre ou du génocide au Rwanda voisin. Depuis ce week-end, les habitants vivent dans la crainte des combattants de l'ancienne rébellion Tutsi congolaise, les rebelles du M23 comme on les appelle. Notre correspondant s'est rendu sur place. Dimanche après-midi à Rutshuru, les rebelles du M23 viennent d'entrer dans la ville. Mouvement de panique dans la population, des habitants fuient la ville, d'autres tentent de se mettre à l'abri dans les camps de déplacés. Les FARDC tous sont partis, c'est pourquoi vous voyez la population se réfugier auprès de la MONUSCO. Des habitants en exil sur les routes de campagne, une scène devenue familière dans cette région de RDC. Les civils restent les premières victimes du conflit. Certains ont été obligés de fuir plusieurs fois au cours des dernières semaines. Beaucoup ont peur des rebelles. Les rebelles recrutent des gens par la force. Ils ont commencé par prendre les garçons de notre village. Ils leur ont donné des uniformes et des fusils. Alors pour éviter ça, les jeunes hommes se cachent. Les combattants du M23 sont pour l'essentiel des mutins de l'armée régulière. Des ex-rebelles du Congrès national pour la défense du peuple, réintégrés dans l'armée congolaise après un accord de paix avec Kinshasa en 2009. Mais pour les membres du M23, cet accord n'est pas respecté. Ils ont donc fait défection en avril. Selon un rapport d'experts de l'ONU, le mouvement serait soutenu par de hauts responsables rwandais, mais le chef des rebelles s'en défend. Tu sais que le Rwanda est en collaboration avec le Congo. Tu sais que le Rwanda appuie le Congo. Moi, je suis contre le gouvernement du Congo. Alors comment je peux me retrouver là-bas? C'est impossible. Les rebelles l'assurent, ils utilisent des armes récupérées dans les stocks de l'armée nationale. Et pour nous le prouver, ils nous emmènent jusqu'à Bunagana, une ville qu'ils ont fait tomber vendredi. Ici, 600 soldats de l'armée congolaise ont fui pour l'Ouganda. Ils ont laissé derrière eux quantité d'armements lourds et de munitions. C'est des bombes. Ici, vous pouvez même voir ici, chargez-le 83 mm. Ça. Les troupes en fuite ont même abandonné leur sac à dos. Les mutins s'en amusent. Oh, voilà les cordelettes pour les commandos. Chez les insurgés, l'heure est à la bonne humeur. En position de force, ils exigent des négociations avec le gouvernement congolais. Et alors qu'ici, l'armée nationale semble bien mal en point, l'influence des rebelles dans cette région riche en minéraux pourrait bien s'étendre. Et des rebelles qui se sont retirés depuis de la ville de Rutshuru. Ils occupent toujours ce soir le poste frontière de Bunagana, à la limite de l'Ouganda. Avec nous en ligne pour en parler, Pierre Jacquemot, chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Je précise que vous êtes aussi ancien ambassadeur de France en RDC. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors pour bien comprendre ce qui se joue actuellement au Nord Kivu, sans doute faut-il revenir aux origines de cette rébellion. Le M23 est une formation créée en hommage au 23 mars 2009, date du ralliement des rebelles Tutsis aux forces armées congolaises dans le cadre d'un accord de paix avec Kinshasa. Cet accord a-t-il été respecté depuis par les autorités congolaises ? Écoutez, avant de répondre, je crois qu'il faut revenir, comme vous l'avez dit, à plus loin, à une vingtaine d'années, juste après le génocide, lorsque les troupes rwandaises et le père Kabila sont rentrés dans le territoire. Et c'est depuis cette époque qu'on est dans une situation totalement inexplicable. On y trouve des anciens génocidaires, d'origine plutôt Hutu, qui forment un groupe qui s'appelle le FDLR et qui continue à mener à conduire un certain nombre de combats sur les deux Kivu. On y trouve des anciens rebelles Tutsis, parmi lesquels des membres du M23, qui avaient intégré l'armée en 2009 et qui ont décidé de se mutiner pour toute une série de raisons. Mais on y trouve également des milices d'autodéfense, des Maï-Maï, qui sont devenus totalement incontrôlables. Donc on a une situation tout à fait inexplicable. Oui. D'ailleurs, cette recrudescence des violences, il est aussi question du sort du chef des rebelles, le général Bosco Ntaganda, le chef de l'ex-Congrès national pour la défense du peuple, contre qui, il faut le rappeler, un mandat d'arrêt a été émis par le tribunal pénal international. C'est aussi ça qui est en jeu.
Tout à fait. Je pense que c'est un élément important pour comprendre la situation aujourd'hui. Bosco Ntaganda avait rejoint l'armée nationale après que son chef, Laurent Nkunda, avait été capturé par les Rwandais et neutralisé. Et il avait décidé, Bosco Ntaganda avait décidé de rejoindre l'armée nationale avec ses hommes, près de 3000 hommes, très bien formés. Et il avait joué plus ou moins le jeu, mais il était sous le coup de cette interpellation et de cette menace d'être envoyé à La Haye auprès du tribunal pénal international pour des atrocités qu'il a commises il y a très longtemps, il y a 2006, et notamment l'enrôlement d'enfants soldats. Et puis après les élections au Congo, il a été décidé de l'attraper. Et c'est là où les ennuis ont de nouveau commencé, sont réapparus, puisqu'il a décidé de déserter, de quitter l'armée et de se replier avec 300 hommes dans son fief du Nord Kivu. Et il est devenu de nouveau extrêmement dangereux. Il est à l'origine donc d'une partie de la mutinerie. Vous voulez dire que la justice internationale a été contre-productive dans cette affaire ? Écoutez, je n'irai pas jusque-là, mais il est sûr que ça pose un problème que de pouvoir capturer un individu aussi dangereux que Bosco Ntaganda. Je rappelle on l'appelle encore Terminator, ce qui veut bien dire quelle violence il incarne, sans avoir toutes les cartes en main, c'est-à-dire sans être capable de pouvoir le neutraliser rapidement, de neutraliser ses troupes, de placer quelqu'un d'autre à sa place, et qui soit tout à fait digne de confiance, et de l'envoyer, de l'exfiltrer le plus rapidement possible à l'étranger. Ça pose quand même la question de l'attitude du Rwanda, soupçonné aussi d'aider ces rebelles. Alors effectivement, on est dans une situation un peu délicate, puisqu'un rapport des Nations Unies dénonce l'intervention de personnalités rwandaises en faveur des mutins. Le Congo est un petit peu plus, la République démocratique du Congo est un petit peu plus nuancée, puisque le président Kabila vient de dénoncer des inciviques manipulés par des forces obscures étrangères, sans citer nommément le Rwanda. Donc là, il y a un jeu un petit peu compliqué, mais il semble établi que certaines personnalités, du fait d'un certain nombre de solidarités ethniques en faveur des Tutsis, aient joué un rôle dans la mutinerie actuelle. Et la communauté internationale dans tout ça, les mutins du M23 avaient annoncé qu'ils se retiraient de Rutshuru pour permettre à la mission de l'ONU sur place, la MONUSCO, d'assurer la sécurité des populations. Or, d'après l'AFP, aucun soldat de la MONUSCO n'était visible sur place. Écoutez, la MONUSCO est une force d'intervention qui est installée depuis plus de 10 ans, dont le mandat vient d'être renouvelé. C'est 20 000 hommes, 20 000 casques bleus, d'origines diverses, des Pakistanais, des Indiens, des Guatémaltèques, des Uruguayens, etc. C'est une force qui est chargée de protéger les populations. Elle remplit plus ou moins bien sa mission. C'est un dispositif relativement lourd dont l'intervention prend toujours un certain temps. Néanmoins, elle fait du mieux qu'elle peut, même si dans certaines localités, elle est relativement discréditée aux yeux de la population. Oui. Très rapidement, en quelques mots, finalement, l'armée congolaise aujourd'hui est-elle en capacité de faire régner l'ordre dans cette province et de ramener le calme ? Écoutez, pour l'instant, on ne l'a pas démontré, malheureusement. On peut l'espérer que les choses, que depuis Kinshasa, le gouvernement va reprendre les choses en main, mais pour l'instant, elle démontre qu'elle est encore mal commandée, mal équipée, irrégulièrement payée, et que sa capacité d'intervention n'est pas décisive sur ce terrain du Nord Kivu, mais également il faut savoir que la situation est fragile dans le Sud Kivu, dans le Nord Katanga, dans l'Ituri. Il y a plusieurs postes, plusieurs régions difficiles pour l'armée nationale. Il est sûr que pour l'instant, il est absolument nécessaire de reprendre les choses en main. Sinon, on risque un nouveau génocide ? Non, je ne pense pas. On peut pas parler de génocide. Le génocide, c'est quelque chose de planifié à l'encontre d'une population, d'une communauté ethnique. On n'est pas du tout dans ce scénario. On risque de nouveau un chaos. Mais je dirais que la situation est chaotique depuis 18 ans. Malheureusement, au détriment des populations. Là, on signale des déplacements massifs de populations. Oui. Il faut espérer que la négociation permettra de neutraliser ces différents groupes et de ramener un ordre
avec le soutien des Nations Unies. Merci beaucoup Pierre-Jacques Maud d'avoir été avec nous dans ce focus. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo, on se retrouve juste après pour la suite de Paris Direct.